À tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur l'éco-conception par l'analyse de la valeur. Je suis Hélène Telon, je suis la fondatrice dirigeante du cabinet Ginkgo 21 et je suis aujourd'hui accompagnée de notre partenaire Faustine Vanul, bonjour, qui est fondatrice dirigeante du cabinet FEV et elle vous en parlera un peu plus en détail. Pour présenter rapidement Ginkgo 21. Donc, nous sommes un cabinet conseil en analyse de cycle de vie et éco-conception. Nous fêtons cette année nos 20 ans, d'où cette série de webinaires. Et notre mission, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transition vers l'économie de demain, une économie décarbonée, circulaire, plus responsable, aussi plus solidaire. Et pour faire cela, eh bien, nous nous appuyons sur différentes compétences. La première, historiquement, c'est l'analyse de cycle de vie, mesurer les impacts. Ensuite, nous avons rapidement développé une activité d'éco-conception et d'éco-innovation, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Ces démarches d'éco-conception et d'éco-innovation, elles peuvent aller jusqu'à la transformation, la remise en cause du modèle d'affaires. Donc, c'est un troisième pilier de compétences. Tout cela reste malgré tout relativement nouveau et il y a un gros besoin de formation sur toutes ces thématiques-là. Donc, nous avons un axe formation. Et enfin, pour assurer une transition écologique, eh bien, nous avons besoin de femmes et d'hommes debout. Et pour cela, nous avons récemment développé un cinquième pilier que nous appelons facteur humain, où nous prenons soin des collaborateurs qui sont potentiellement affectés par les transformations du monde et avec notamment une fresque de l'éco-anxiété. Je passe la parole à Faustine pour nous parler un petit peu de FEV. Alors, de mon côté, j'accompagne mes clientes et mes clients dans la conception de nouvelles offres avec principalement de la créativité, donc de l'animation, de l'encadrement, de réunions de créativité, de séances de créativité, de l'innovation avec un accompagnement sur tout ce qui est création de nouveaux produits et nouveaux services, l'analyse de la valeur, qu'est-ce qui vient nous occuper aujourd'hui, et de la formation, puisque je suis formatrice en entreprise et en école d'ingénieur en université. Merci Faustine. Un petit point logistique. Donc, vous pouvez poser des questions dans la conversation et soit une de mes collègues, Claire Rebourg, y répondra si ce sont des questions de compréhension, soit elle les gardera pour nous les présenter à la fin du webinaire. Le support sera envoyé par mail à toutes les personnes inscrites. Il y a un replay qui sera téléchargé sur notre chaîne YouTube dont vous aurez l'adresse à la fin de ce webinaire. Et puis, pour plus d'interactivité, nous avons mis en place quelques questions auxquelles vous pouvez accéder via ce QR code. Il sera affiché au moment des questions au fur et à mesure. Alors, j'en viens. Maintenant, je vais vous proposer un petit, bref moment de contemplation. Donc, je vous propose des images. Alors, pourquoi ces images? Eh bien, tout simplement parce que tout ce que nous faisons chez Ginkgo 21 et tout ce dont nous allons parler dans la suite de ce webinaire, eh bien, c'est pour cela. C'est pour tenter de préserver ce magnifique jardin qui nous a été donné en partage. Et donc, notre webinaire va s'organiser en 4 temps. Un premier temps sur les définitions, un deuxième temps sur les mécanismes de l'éco-conception par l'analyse de la valeur, que nous illustrerons dans un troisième temps avec une étude de cas pour en arriver à une conclusion.
Et avant cela, je vous propose un premier sondage. Alors par contre, là, je ne vois pas le QR code. Est-ce que vous le voyez? J'ai peur que non. Ça veut dire que il faut qu'on déroule ici. Alors là, et si je reviens à l'écran, on ne le voit toujours pas. Partage depuis la présentation et de partager depuis le Ouais, il faut Teams. il faut que j'arrive à partager autrement. Donc j'arrête le là. Fenêtre, là. Ouais. Super webinaire ici. Ou lequel? Diaporama, c'est peut-être celui-là. Ça, c'est celui. Ouais, Voilà. super. Peut-être. Voilà. Là, vous devrez voir le QR code et je peux le mettre en plus gros. Parfait, ça fonctionne. Bravo. En fait, le temps que les gens prennent le QR code, je le laisse assez gros. Ça sera le même QR code pour la suite, donc vous pouvez le laisser votre application sur votre téléphone. Maintenant, je le réduis pour qu'on voit un peu les réponses. Vous avez droit à 2 réponses. La première sur l'éco-conception, est-ce que vous connaissez ou pas? Et la seconde sur l'analyse de la valeur. Il reste encore quelques demi-minutes peut-être, le temps de vous connecter. Ça bouge pas beaucoup. Ok, ça n'est pas grave, ça n'est pas essentiel par rapport au contenu du webinaire, donc nous allons poursuivre. Et notamment avec une définition de l'éco-conception. Ici, j'ai repris la définition de la norme ISO 14006 qui explique que l'éco-conception, c'est l'intégration des aspects environnementaux dans la conception et le développement de produits, avec pour objectif la réduction des impacts environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie. Donc, ce qui est important ici, c'est à la fois le fait de réduire les impacts environnementaux négatifs. On peut effectivement avoir des impacts environnementaux positifs. Ça serait, par exemple, le fait de capter du carbone, et cela, bien évidemment, on va chercher plutôt à les maximiser. Et un autre point important, c'est la notion de cycle de vie. C'est bien tout au long du cycle de vie que l'on va chercher à réduire ces impacts environnementaux négatifs et pas seulement en phase d'utilisation, par exemple. La norme française NFX 30264 précise ou étend le champ de l'éco-conception au-delà des produits, aux procédés, aux systèmes, voire jusqu'à l'entreprise. Si on veut traduire cette définition de l'éco-conception en termes peut-être de ratio, je vous propose de considérer l'éco-efficience ici, qui est un ratio défini par le service rendu sur les impacts environnementaux. Et c'est bien ce que l'on va chercher à faire dans une démarche d'éco-conception. Bien sûr, on va chercher à réduire les impacts environnementaux, mais tout en maintenant le service rendu, voire en l'améliorant. Et cela, on peut le faire de façon plus ou moins radicale, c'est-à-dire que on peut aller, le champ de l'éco-conception s'étend depuis l'éco-optimisation, on va aller peut-être remplacer une matière vierge par une matière recyclée ou alléger le produit, jusqu'à de l'éco-innovation qui peut conduire à une reconception plus ambitieuse. Alors, je te passe la parole, Faustine, sur qu'est-ce que la valeur? Donc, pour définir l'analyse de la valeur, la première chose qu'on a besoin de faire, c'est définir la valeur. Et la valeur dans l'analyse de la valeur, c'est ce ratio entre la satisfaction des besoins du client, de l'utilisateur, et l'emploi des ressources. Et l'emploi des ressources qu'on va considérer en priorité dans l'analyse de la valeur classique, eh ben, c'est le coût, tout simplement. Donc, une fois que j'ai défini cette valeur, qui est donc ce qu'on met, non pas ce qu'on met dans le produit, mais ce que le client, l'utilisateur, y trouve, on peut travailler sur l'analyse de la valeur.
Donc, il y a une méthode de travail en groupe qui vise à concevoir ou reconcevoir un produit, un service, un processus, une organisation, etc., afin de satisfaire au mieux les besoins des utilisateurs au meilleur coût. Alors, chacune des lignes et chacun des mots dans cette définition me semble importante. Déjà, c'est une méthode de travail en groupe parce qu'on va le voir déjà dans l'analyse de la valeur classique et dans ce dont on va vous parler avec Hélène aujourd'hui, bah, c'est pas quelque chose qui peut être fait par un individu seul. On a besoin des compétences de tout un tas de personnes différentes dans l'entreprise et en dehors pour arriver à nos résultats. Ensuite, on parle de conception et de reconception parce que, ben, et je fais le parallèle avec ce qu'Hélène vient de dire sur les aspects environnementaux, on peut aller d'une optimisation très simple jusqu'à de l'innovation complète. On peut travailler sur un produit qui existe déjà et essayer de l'optimiser, comme on peut décider de concevoir quelque chose de totalement nouveau en utilisant l'analyse de la valeur. Ensuite, ça s'applique à un produit, un service, un processus, etc. Ça peut s'appliquer à tout ce qui sert quelqu'un ou quelque chose qui a un client et qui, par ailleurs, coûte de l'argent. Donc, ça donne un grand champ possible de sujets d'études. Et notre objectif est de satisfaire les utilisateurs tout en limitant, dans l'analyse de la valeur classique, les coûts. Euh, pour ça, et de façon très rapide et très synthétique, on va pouvoir... Oh, tiens, il y a... il y a une bulle qui est partie. Euh, on va pouvoir travailler sur 4 axes principaux. On va pouvoir créer des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles choses, donc c'est en haut ce qui manque. On va pouvoir supprimer des fonctionnalités, des choses qui n'ont pas de valeur ajoutée. On va pouvoir améliorer la satisfaction du client. On va pouvoir diminuer tout ce qui est coût inutile, choses superflues, de façon à quand on va travailler vers le haut, vers la droite, améliorer la satisfaction de notre client, de notre utilisateur, et quand on va travailler majoritairement vers le bas à gauche, limiter les coûts. Sachant que ce qu'on cherche ultimement dans l'analyse de la valeur, c'est à réussir à faire les deux en même temps, c'est-à-dire à trouver des actions qui vont nous permettre par la même modification, par la même reconception, par le même changement dans le produit ou le service, d'améliorer la satisfaction du client tout en réduisant les coûts. Ce qu'on appelle un double bingo et ce qu'on espère systématiquement réussir à trouver quand on mène ce type de mission. Et quand on est dans l'éco-conception par l'analyse de la valeur, eh ben on va aller chercher un triple bingo, voilà, où on va aussi améliorer la performance environnementale. Donc, le sujet de notre webinaire aujourd'hui, c'est bien l'éco-conception par l'analyse de la valeur. Nous avons appelé cette démarche Blue Value. C'est une démarche que nous avons développée chez Ginkgo 21 avec Créargy, chez qui tu travaillais à l'époque, Faustine, et notamment aussi avec Paul-Hubert Desménard. Il y a une bonne dizaine ou quinzaine d'années. C'était assez logique en fait. Vous avez vu la ressemblance formelle finalement entre la démarche d'éco-conception et la démarche de l'analyse de la valeur. Chaque fois, on va chercher à maintenir ou améliorer un service rendu, c'était le numérateur des ratios, et à réduire soit les coûts, soit l'impact environnemental, d'où l'idée de faire les deux à la fois, et c'est ce que nous appelons Blue Value. Donc, l'analyse de la valeur nous offre un cadre formel pour la reconception. Elle pose aussi le cahier des charges fonctionnelles et l'analyse des coûts. En éco-conception, nous savons évaluer les impacts environnementaux. Et bien, en combinant tout cela, on arrive à construire ce qu'on appelle un diagnostic de valeur étendue qui ensuite nous permet d'aller chercher des solutions par exemple, créativité de groupe. Donc, ces 3 objectifs combinés nous permettent d'aller chercher le fameux triple bingo. Alors, ça peut paraître contradictoire de chercher à réduire les coûts, améliorer la performance environnementale et mieux satisfaire le client. Mais si on cherche finalement à atteindre ces 3 objectifs de façon simultanée et très en amont dans le processus de conception, avec une ouverture vers l'innovation, eh bien, l'expérience montre que c'est possible. C'est à toi la valeur étendue peut-être?
Bah, on vous a montré la définition de la valeur classique. Et donc, le, dans le cadre de cette Blue Value, on va utiliser la définition de la valeur étendue. Donc, en ajoutant tout simplement, côté satisfaction client, les bénéfices environnementaux et sociaux qui peuvent découler de notre produit et des améliorations qu'on va y apporter. Et puis, côté coût, ben, les impacts environnementaux et sociaux. Donc, on a une formule adaptée qui prend en compte, en plus des aspects de satisfaction client, les impacts positifs ou négatifs pour l'environnement, et en plus les impacts positifs pardon, pour l'environnement, et en plus des coûts, les impacts négatifs pour l'environnement. Mhm. Si on vient là, quand on regarde cette définition-là, bah, sur la définition classique de l'analyse de la valeur, pour améliorer la satisfaction, pour améliorer la valeur, on va pouvoir améliorer la satisfaction client, diminuer les coûts, ou améliorer la satisfaction client plus que ce qu'on va augmenter les coûts. Là, dans le cadre de la valeur étendue, on a encore plus de possibilités puisqu'on va pouvoir travailler en plus de la satisfaction client et des coûts sur les aspects environnementaux. On peut donc améliorer la valeur étendue soit en améliorant, en ajoutant des bénéfices pour les utilisateurs, soit en améliorant les aspects environnementaux et sociétaux, soit en réduisant les coûts, soit en réduisant les impacts, soit en combinant. Donc en augmentant les coûts moins que ce que l'on va réduire les impacts environnementaux, par exemple, etc. Donc, on se rend compte qu'on a énormément d'axes de travail possibles au final. Et le pivot de cette démarche d'analyse de la valeur, c'est ce qu'on appelle le diagnostic de valeur. Donc, tu peux peut-être nous l'expliquer ici. On a un produit Donc, relativement simple avec 5 fonctions. Supposons un produit simple qui est 5 fonctions, donc qui satisfait 5 fonctions pour notre utilisateur, notre client. Sur chacune de ces fonctions, le produit dans son état initial, celui sur lequel on travaille, va plus ou moins satisfaire ces fonctions. Parmi ces fonctions, on peut par exemple imaginer qu'on a un aspect, on va prendre, pour anticiper un peu sur la suite, on va prendre un produit agroalimentaire et puis il a un goût. Donc on va avoir un aspect goût. Et puis on va avoir, ça sera par exemple notre fonction 1. Et puis il va avoir une fonction d'ergonomie. D'accord? Donc notre produit, au départ, répond à un cahier des charges. On attend de la part de ce produit d'atteindre un certain niveau de performance qui a été matérialisé en rouge là sur le graphe, sur chacune des fonctions. Là, on se dit, bah, sur la fonction, la première, ma fonction de goût, le produit est correct. Il satisfait le niveau de performance requis. Sur ma fonction 2, supposons ma fonction d'ergonomie, il est mauvais. Le produit, à l'heure actuelle, il n'est carrément pas ergonomique. Donc, on va faire, ça c'est une des étapes de notre diagnostic valeur. Est-ce que le produit, dans son état actuel, satisfait l'utilisateur? Ensuite, en face de cette évaluation-là, on va mettre d'autres informations. On va mettre l'importance relative, c'est ce qui est en vert foncé, là, si vous avez les mêmes couleurs que moi. L'importance relative de cette fonction pour le client. Donc là, ma fonction 1, on voit qu'elle est proportionnellement par rapport aux autres pas très importante. Alors, je suis peut-être partie sur un truc un peu bizarre parce que je suis partie sur un produit agroalimentaire dont le goût serait pas important, mais pourquoi pas? Il y a des trucs où il n'y a que la texture qui est importante. Tiens, voilà, la F3, c'est la texture. Et en fait, on est sur des curly, là, des trucs apéro. Le goût, on s'en fiche, mais on veut que ça soit tout croustillant. Allez. Donc, sur cette fonction 1, mon produit atteint la performance requise sur cette fonction 1 qui n'est pas très importante. D'accord? Sur la fonction 2, il n'atteint pas la performance requise sur une fonction qui est un peu plus importante. Alors, qu'est-ce qu'on fait chaque fois? Qu'est-ce qu'on ferait dans le premier cas? Ah bah, on n'a pas fini parce qu'en face, on a encore 2 informations qu'on a rajoutées. On a l'information du coût relatif de cette fonction. Donc ça, on vous montrera tout à l'heure dans l'étude de cas comment on établit ça. On a calculé combien nous coûte cette fonction et on a calculé quel est l'impact environnemental relatif de cette fonction. Donc là, on a une fonction 1. On est bon. Elle n'est pas importante et elle coûte pas grand-chose, ni en euros, ni en impact environnemental. Donc clairement, là, on ne fait rien. OK. On n'a pas grand-chose à travailler. Et sur F2? Sur la fonction 2, j'ai une fonction sur laquelle je ne suis pas satisfaisant, je suis moins bon que ce que je devrais. Elle est
deuxième en termes d'importance, mais surtout, on se rend compte que le coût est faible par rapport à l'importance de la fonction. C'est un peu bizarre, on a l'impression de comparer des choux et des carottes, mais elles coûtent moins cher que ce qu'elles vaut, que ce qu'elles apportent au client. Donc moi, sur mon analyse de la valeur classique, là, je vais dire, ben, réinvestissons. Utilisons le fait qu'elle coûte moins cher, on va essayer de grappiller des euros ailleurs, et puis on va réinvestir sur cette fonction-là pour lui permettre d'atteindre le bon niveau de satisfaction. Mhm. Simplement, là, il va falloir faire attention, parce que ce qu'on voit, c'est que la barre des impacts environnementaux, elle est quand même relativement élevée, elle est aussi haute que la valeur, ça coûte aussi cher en environnement que ce que ça vaut. Donc, il va falloir que j'investisse sans dégrader les performances environnementales. Mhm. Et sur F3. Si je prends ma fonction 3, je suis trop bon. Vous voyez, j'ai la barre, la barre en dessous de la... surqualité. Voilà, je suis en surqualité. Je suis en surqualité et si je regarde, je coûte plus cher que ce que je vaux. Bon, Mhm. c'est vraiment un raccourci de langage ce que je fais, mais ma barre, mon coût, la proportion de coût alloué à cette fonction est plus importante que ce qu'elle apporte au client, bien que ce soit la plus importante pour le client. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? Eh ben, je vais me remettre au minimum, je vais m'arranger pour répondre aux justes besoins, ce qui en général va me coûter moins cher. De façon intéressante, sur cette fonction-là, dans notre exemple, on a un impact environnemental qui est également plus élevé que la valeur. Donc, je vais pouvoir également envisager de réduire les impacts environnementaux pour répondre aux justes besoins. On peut imaginer sur une fonction comme ça que c'est un truc où on a mis trop de matière, une matière de trop bonne qualité ou Mhm. Ok. Alors, on va passer les F4, peut-être juste rapide. bah, allez, très rapidement la dernière. Donc la dernière, ah bah oui, mais je vois plus les. Hop. Sur celle-ci, bah oui, sur celle-ci, j'ai une fonction qui tout simplement coûte cher à la fois en coût et en impact environnemental pour une fonction qui répond correctement, à laquelle on répond correctement. Donc ça va être celle sur lesquelles personnellement je préfère travailler, puisqu'il va falloir que je réduise les coûts et les impacts environnementaux sans toucher à la performance du produit sur cette fonction. Donc c'est en général quelque chose où il va falloir être créatif pour trouver une solution à moindre coût, à moindre impact, qui réponde aussi bien aux besoins. Ok, parfait. Voilà. Donc, on a pris un peu de temps, mais c'est vraiment essentiel parce que c'est vraiment le pivot de la démarche. Pour y voir plus clair sur comment ça fonctionne, eh bien, nous avons structuré la démarche en 4 étapes. Donc, il y a une première étape d'organisation et de cadrage du projet, de façon tout à fait logique. Ensuite, on a ce fameux pivot, donc le diagnostic de valeur étendue, qui s'appuie, vous l'avez vu, à la fois sur une analyse des coûts, sur une analyse fonctionnelle et sur une mesure des impacts environnementaux, donc par analyse de cycle de vie. Euh, Justement, l'analyse fonctionnelle, on peut la détailler un petit peu. C'est l'identification des fonctions, leur spécification, leur hiérarchisation et puis leur évaluation. Savoir est-ce que le produit répond bien au cahier des charges et dans quelle mesure. Tout ça est toujours quantifié et c'est la grande force de la démarche d'analyse de la valeur. Ensuite, à partir du diagnostic de valeur étendue, eh bien, nous avons identifié des axes d'innovation et nous allons mener une séance de créativité de groupe, une ou plusieurs d'ailleurs, selon le nombre d'axes et l'ambition de la démarche. Et ensuite, on va aller jusqu'à une évaluation des pistes qui auront été proposées et l'émission de recommandations. Donc, c'est un processus tout à fait structuré et logique. Alors, pour que ce soit plus vivant, nous avons retenu une étude de cas, c'est un yaourt aux fruits. C'est un yaourt aux fruits. Alors, on va supposer qu'on travaille pour une entreprise qui est leader sur le marché des yaourts aux fruits, qui a une gamme de yaourts aux fruits qu'on souhaiterait reconcevoir pour revenir à la profitabilité et sur laquelle on sait qu'on a actuellement un déficit à la fois de communication et de communication sur les aspects environnementaux. Euh, Nous aimerions, sur cette gamme, réduire de 10% les coûts de revient et réduire de 10% l'ensemble des impacts environnementaux. Et pour ça, on va mettre en pratique notre méthode. Alors, ici, c'est le diagnostic de valeur étendue. Donc là, on passe très vite, hein, parce que Mhm. vous avez vu toutes les étapes, le processus complet en 4 étapes et le détail de la partie analyse fonctionnelle sur les slides précédentes. Maintenant, on saute directement à l'étape de diagnostic. Donc, le résultat de cette analyse de cette analyse fonctionnelle, de cette analyse de coût et de cette analyse des impacts environnementaux euh,
Et ce résultat est le suivant. Donc, on a un certain nombre de fonctions. Donc, nourrir le consommateur, avoir une texture et un aspect agréable, avoir un goût agréable, résister à l'environnement et se conserver, être visible, communiquer des informations et être pratique à ranger, consommer et manipuler, qui sont les fonctions essentielles de notre yaourt aux fruits. Euh, Ces fonctions ont été hiérarchisées. Donc, la plus importante, c'est le goût, suivi par la texture, la nutrition, et ensuite la résistance, enfin la conservation et l'ergonomie, la praticité. Et puis, on se rend compte que, alors, sur lesquels dois-je me concentrer? Que la première, la fonction de nutrition, bien que relativement importante, troisième dans ma hiérarchisation, elle coûte rien de plus. Ça coûte rien de plus de nourrir le client que de simplement lui fournir un yaourt, tout simplement. La fonction de texture et d'aspect, elle a un coût très important par rapport à son importance pour le client, que ce soit en termes de coût en euros ou d'impact environnemental. La fonction de goût, au contraire, oui, Alors, pardon, je vais préciser que quand on a un fond rose comme ça signifie qu'on ne satisfait ouais, pas c'est celle qui entièrement le cahier des charges. OK. Donc la fonction, j'en étais où? Ma fonction 4, elle est super importante et elle coûte pas cher, ni en euros, ni en environnement, et ainsi de suite. Je vais peut-être pas toutes les passer parce qu'on rentre dans le détail ensuite. Donc ici, c'était sur la fonction nourriture du consommateur et on a une proposition. Donc celle-ci, oui, on est en rouge, donc on n'est pas bon. On n'est pas bon, elle est un peu importante et elle coûte rien. Donc il va peut-être falloir faire quelque chose. Bon, en restant sur un coût minimal parce qu'on a vu que c'était pas non plus la fonction la plus importante. Alors, ici, si on passe sur la texture et l'aspect, là, on a quelque chose de... c'est ce que je vous disais tout à l'heure, moi, c'est celle que je préfère. On ne sait pas faire et en plus, on coûte déjà trop cher. Ça, c'est... Là, il y a du challenge. Donc, il va falloir qu'on améliore les performances tout en réduisant les coûts et l'impact environnemental. Voire même en améliorant l'impact environnemental, puisque, voire même en produisant un impact environnemental sur lequel on peut communiquer, puisqu'on disait en intro qu'on voulait en plus communiquer sur cet impact environnemental. Donc on a quelques propositions là qui pourraient apparaître: changer la préparation de fruits pour améliorer la texture, réduire les coûts liés par exemple dans les étapes de production à cette texture tout en l'améliorant, etc. En impact environnemental, on voit que ce qui induit les coûts, c'est le lait, les fruits. On est sur du yaourt aux fraises, donc on peut avoir des préparations de fruits, des préparations de fraises qui coûtent assez cher, et l'étape de fermentation, donc sur lesquelles on va vouloir travailler. Ça, c'est tout ce qui va venir ensuite alimenter, ce que disait Anne tout à l'heure, nos étapes de créativité. Sur la fonction de résistance à l'environnement, on est donc sur une fonction qui est relativement peu importante, qui est correctement satisfaite, mais qui a un impact environnemental très important. Donc, il va falloir qu'on essaye de préserver les performances qui sont actuellement bonnes, tout en réduisant l'impact environnemental. Donc ça ouvre la voie, par exemple, à un changement de matière sur le pot. Dernière fonction ici. Dernière fonction, alors là, clairement, quelque chose qui est absolument pas perçu par le client, puisque le client, il le voit, le yaourt, mais dans l'étape de hiérarchisation, il ne va jamais dire que cette fonction de visibilité du yaourt est la plus importante par rapport, bien entendu, au goût, à la texture. Par contre, ça a un coût, que ça soit en euros ou en impact environnemental, notamment du fait de la cartonnette qui est présente dans ce cas autour des 4 yaourts, qui a un coût élevé et évidemment un impact environnemental élevé. Donc, un axe évident de retravail sur ce produit-là, c'est l'amélioration, voire la suppression de la cartonnette. Ce qu'on a vu d'ailleurs sur le marché, c'est une tendance lourde. Donc, comment ça fonctionne? Une fois qu'on a identifié ces directions d'innovation, eh bien, on va avoir une session de créativité de groupe. Et pour ça, par exemple, vous pourriez utiliser la roue des éco-solutions dont nous avons parlé dans le premier webinaire de cette série. Ça va nous permettre de générer un grand nombre d'idées. Ces idées, on va en sélectionner un certain nombre qui vont être documentées avec des fiches idées. Et ensuite, on va les évaluer, alors selon différents critères. Évidemment, les critères
qui sont cohérents avec la démarche, à savoir les coûts, les gains de valeur, l'impact environnemental. Et puis, il peut y avoir, tout ça peut être dans les coûts, on peut avoir du CAPEX ou de l'OPEX. Il y a aussi des enjeux de faisabilité, etc., de délai. Et ensuite, on va aller vers des recommandations. Donc, dans le cas qui nous intéresse, ici, on avait plusieurs idées qui sont classées, mais alors je vois que le temps file, donc on va peut-être pas détailler, qui sont classées sur deux axes, hein, la facilité de réalisation et puis l'enjeu. Et bien évidemment, on va aller chercher des solutions qui sont plutôt avec des enjeux élevés et une facilité de mise en œuvre. Euh, et vous voyez ici que les idées ont différentes couleurs selon qu'on a plutôt un gain environnemental ou que c'est neutre ou que ça dégrade l'environnement. Donc, on va aller plutôt chercher évidemment du vert dans ces démarches d'éco-conception. Et là, on a quand même deux idées qui paraissent vraiment intéressantes. Euh, Par exemple, on avait un quick win. Alors le quick win, il est plutôt neutre pour l'environnement, c'est plutôt le 2, et voilà. Voilà, dans ce cas, on se rendait compte, alors je vais pas raconter toute l'histoire, sinon on va être vraiment très en retard, que le fournisseur de préparation de fruits utilise du sucre qui est beaucoup plus cher que le nôtre. Donc on a une piste évidente qui est de faire profiter le fournisseur de notre tarif sur le sucre. C'est une solution qui est très facile, avec des enjeux financiers relativement faibles et environnementaux relativement faibles, mais tellement simple à mettre en œuvre que ça serait dommage de ne pas le faire. Oups, pardon. Non. On avait la suppression de la La carbonate. suppression de la cartonnette, c'est quelque chose qui a des enjeux élevés, un fort impact environnemental. Une piste qui pourrait être suggérée pour améliorer la texture, c'est l'utilisation de fruits surgelés, congelés. Et ça, c'est quelque chose qui a un impact financier important, environnemental important Donc, et qui est difficile à réaliser. Donc, ça fait partie des pistes typiquement qu'on va abandonner. qu'on abandonnerait. Alors finalement, sur cette étude de cas, ce qui est retenu, On pourrait imaginer l'utilisation d'une variété spécifique de fraises qui nous permettent à la fois de limiter les coûts et d'améliorer la texture. On pourrait imaginer de supprimer la cartonnette. On pourrait imaginer de faire profiter notre fournisseur du tarif sur le sucre. C'est vraiment un très petit extrait de la longue liste de pistes qui pourraient sortir en réalité de cette étude de cas. Euh, donc juste un graphe ici qui montre que bien sûr on va générer des idées au moment de la phase de créativité, mais en fait tout au long du projet, dès le cadrage du projet ou de l'analyse fonctionnelle, on va repérer des idées et on va évidemment les mettre dans une boîte à idées, elles vont être évaluées et puis le processus nous conduit à une session de créativité dont les idées sont également évaluées, selon toujours les trois critères, coût, qualité, et puis impact environnemental. Ça, c'est comment ça s'implémente en entreprise, de façon très très logique, hein. On va retrouver nos quatre étapes dont j'ai parlé tout à l'heure avec un kick-off et l'analyse stratégique orientée environnement, le fameux diagnostic de valeur étendue. On va aller chercher des insights aussi pour apporter de la valeur aux clients. Il y a cette phase de créativité, d'évaluation. On peut ici avoir des itérations parce que voilà, si la démarche est ambitieuse, eh ben, ça vaut la peine ici d'y passer du temps. Et puis tout ça va déboucher sur un plan d'action et un suivi de ce plan d'action de façon tout à fait logique. À quoi ça s'applique? Ben, je l'avais déjà précisé tout à l'heure dans la définition de l'analyse de la valeur, mais c'est pareil, ça s'applique à tout ce qui existe pour satisfaire un client, un utilisateur, quel qu'il soit, a un coût et a un impact environnemental. Donc en fait, à peu près tout, Ok. que ce soit un produit, un service, une organisation, un processus, un groupe de personnes, une équipe, beaucoup de choses sont possibles. Donc j'en arrive à la conclusion ici. Donc ça s'applique tu le disais, à un périmètre varié et en termes d'entreprise et de secteur, eh bien, nous l'avons appliqué dans l'agroalimentaire, mais aussi sur une pièce automobile ou à un chantier dans le cadre des travaux publics. Donc vous voyez que le cadre est très vaste. Ça demande de travailler en équipe transverse, donc c'est une contrainte, mais c'est aussi une opportunité parce que ça permet aux gens de se parler et c'est un facteur d'innovation important. Généralement, l'investissement, parce que ça prend du temps, ça mobilise des équipes, donc c'est un investissement, mais on le rentabilise à court terme en général parce que justement, on va aller chercher des gains économiques. Euh, si vous vous demandez comment l'appliquer dans votre secteur, eh bien, on n'a pas
On n'a pas un forfait qui s'appliquerait à tous les produits parce que ça dépend quand même du produit étudié. Sachez cependant que ces démarches peuvent faire l'objet d'une subvention de l'ADEME dans le cadre des subventions à l'éco-conception. Donc, merci beaucoup, Faustine, et je voudrais laisser la parole à nos auditeurs pour savoir si vous avez des questions. Alors, est-ce qu'on arrive à voir ici les questions dans... Ventiler les coûts et les impacts sur les différentes fonctions. Oui. Alors, on la prend. Peut-être tu la lis, oui. Oui, donc il y a une question, pour être sûr d'avoir bien compris, vous ventilez le coût et les impacts sur les différentes fonctions, c'est bien ça? Oui, c'est absolument ça. On va prendre en fait, alors je ne fais pas le détail là dans le cas du webinaire parce que ça serait un peu long, mais en fait on va prendre notre décomposition des coûts, l'ensemble des coûts matières, l'ensemble des coûts de process, éventuellement de transport, etc. Et on va ventiler chacune de ces lignes de coûts sur les différentes fonctions. Donc, se demander dans quelle mesure est-ce que ce coût contribue à chacune des différentes fonctions. Par exemple, si je prends l'exemple du yaourt aux fraises très très rapidement, bah, dans mon yaourt aux fraises, j'ai un arôme fraise et cet arôme fraise vient contribuer à 100% à la fonction goût. J'ai une préparation de fruits. Et cette préparation de fruits, elle va contribuer. Alors, c'est la grosse surprise du yaourt. Hein, la préparation de fruits, elle a pas de goût. Enfin, la purée de fruits, les fruits eux-mêmes, ils n'ont pas de goût. Ils viennent uniquement contribuer à la texture. Donc ça, c'est des versions simples où en fait, j'ai 100% de mon coût qui va s'attribuer sur une fonction. Mais il y a certains des composants et certaines des étapes de fabrication qui vont aller se ventiler sur plusieurs des fonctions. Par exemple, la crème qui va contribuer à la fois au goût et à la texture. Et ensuite, oui, on va faire la somme, enfin un somme prod en fait, pour arriver à un coût total de chaque fonction. Et le total sera bien de 100%, absolument. Et on va faire exactement la même démarche pour les impacts environnementaux. Donc se demander dans quelle mesure ça vient contribuer à telle ou telle fonction. Merci. Alors, on a une question de... Merci Cécile, c'est Cécile Roland qui pose la question. Et on a une question qui nous bouscule un petit peu. Merci Guillaume, c'est Guillaume Busato qui la pose en disant, mais comment dans cette démarche-là, on est cohérent ou pas avec la notion de robustesse qui est proposée par Olivier Amand. Donc Olivier Amand, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un biologiste qui a observé que la vie est, on pourrait dire, d'une certaine façon, n'est pas optimisée, en fait, et que l'optimisation, c'est un facteur de faiblesse dans un monde qui est très aléatoire, et que avoir de la redondance, de la lenteur, de l'erreur, tout ça, ça va dans le bon sens. Alors, merci pour cette question. C'est presque philosophique, mais je pense qu'on pourrait quand même... Bien sûr, là, on est dans de l'optimisation. Donc, si on le prend dans un sens strict, on peut dire qu'on n'est pas cohérent avec la robustesse. Maintenant, probablement qu'on pourrait rajouter, par exemple, une fonction de redondance et qu'on pourrait appliquer cette méthode-là pour, sinon complètement intégrer la robustesse, au moins intégrer certaines des dimensions de la robustesse. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je crois que j'ai balayé les deux qui venaient. Les autres, c'était sur le QR code. Nous, on avait potentiellement... peut-être, moi, j'ai une question pour toi. Combien est-ce qu'on peut économiser en pratique? Ça dépend. Bien sûr. Voilà, ça dépend. Ce qui est important à prendre en compte, c'est qu'on ne va lancer la démarche que si on estime qu'elle apportera suffisamment pour être rentabilisée. Je vais donner un exemple tout simple. Une toute petite pièce dans l'automobile sur laquelle j'ai été amenée à travailler, un tout petit bout de plastique coloré, si on le regarde, on se dit, mais on va pas gagner grand-chose. C'est quelque chose qui est déjà énormément optimisé, mais
comme ce petit morceau de plastique, il a plein de petits frères et sœurs qui sont des petits morceaux de plastique pareils, mais dans des couleurs différentes, qui ont des fonctionnalités assez proches. Bah, les 9% qu'on va gagner sur cette petite chose, on va pouvoir les répercuter sur l'ensemble des produits qui y ressemblent. Donc là, ça vaudra le coup. OK. Ce qui est important à prendre en compte aussi, c'est la faculté qu'on aura de remettre en cause le produit existant. Si je suis sur quelque chose qui est extrêmement contraint, où je ne peux effectuer aucune modification sur la forme, je ne peux pas changer d'usine, je ne peux pas changer les matières, bah, je sais que je vais pas réussir à atteindre un pourcentage de gain suffisant pour rentabiliser la mission, donc je le ferai pas, je préférerais ne pas lancer. Voilà. S'il faut donner un pourcentage, 15%, c'est pas mal. OK, d'accord, bah, merci beaucoup. Je crois qu'on va... Ah. Alors, on a... Est-ce que vous arrivez à... Non, mais ça, on l'avait déjà. Ah, non, non. Non, est-ce que vous arrivez... le design to cost, c'est de l'analyse de la valeur. Donc, si on combine ce qu'on vient de se dire avec du design to cost, on fait du design to cost, du blue design to cost, et ça marche. Quality by design, bah, pareil, c'est à mon sens déjà de l'analyse de la valeur, c'est déjà de l'analyse de la valeur. Donc oui, c'est tout à fait combinable avec des démarches existantes en entreprise. On aura déjà, en plus, ce qui va être très positif, c'est que si on a déjà des démarches de design to cost en place dans l'entreprise, on va déjà avoir les bonnes méthodologies, on va déjà avoir des cahiers des charges qui sont propres, des décompositions de coûts qui vont nous permettre d'être assez rapide sur la partie diagnostic, au moins sur l'aspect analyse de la valeur, et on pourra facilement rattacher les informations environnementales aux fonctions et à la décomposition des coûts présentes. Donc je dirais que c'est d'autant plus facile si ça existe déjà dans l'entreprise. Merci beaucoup pour ces questions qui nous permettent de préciser l'intérêt de cette démarche. Pour une petite conclusion, où je prolonge la conclusion avec les actualités de Ginkgo 21. Donc, nous avons fêté les 20 ans de Ginkgo 21 cette année, donc en novembre, avec 3 webinaires qui sont présentés ici. Les replays sont déjà ou seront pour celui d'aujourd'hui sur notre chaîne YouTube, dont vous avez l'adresse ici et on va vous envoyer le support, donc vous pourrez facilement y accéder. Nous sommes aussi donc co-auteur de fameux Serious Games, en bon français, des jeux sérieux, la fresque de l'éco-conception et la fresque de l'éco-anxiété. Donc voilà, je vous invite à visiter notre site internet, en particulier dans la section formation. Nous avons évidemment des modules de formation sur l'analyse de cycle de vie et l'éco-conception, mais nous avons aussi des modules plus ludiques et interactifs comme ceux-là. Et il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre présence et pour vos questions, et à vous souhaiter un bon appétit et une bonne après-midi. Merci. Merci beaucoup. Peut-être que si vous avez encore envie, vous pouvez partager un mot sur ce webinaire. Comment vous vous sentez à la fin de ce webinaire? Peut-être ils sont tous partis. C'était là. Pas de réponse. On va laisser, on va le laisser de côté. Tu peux laisser ouvert 1 minute. Ouais. Ah, il y avait une nouvelle question de Cécile. On peut, Non. oui, on peut continuer la conversation, bien sûr. Pour la conception qui est complètement Attends, je vais nouveau. le lire tout fort. Pour la conception de ce qui est complètement nouveau et non encore disponible sur le marché, comment utiliser l'outil, notamment comment évaluer la satisfaction du client sur les différentes fonctions? Eh ben, c'est là qu'on va faire appel à notre service marketing pour lancer les enquêtes qui vont bien, et c'est quelque chose qui nécessite d'être pris en compte, notamment dans le temps à allouer à ce type de démarche. C'est-à-dire, si on part sur quelque chose de nouveau, il va falloir prévoir qu'on doit aller sonder les clients sur des versions que l'on imagine de notre produit ou de notre service. Et de la même manière, sur les coûts, il va falloir se projeter sur le produit tel qu'on l'imagine au lancement de l'étude. Mais c'est effectivement une très bonne question. C'est de la conception à coût objectif dans ce cas-là, pour la partie analyse de la valeur. Et ça fonctionne également.
Et de la même manière, on peut y ajouter les impacts environnementaux qui, de la même façon, vont devoir être évalués sur la base d'une version telle qu'on l'imagine du produit qu'on voudrait concevoir. Alors évidemment, pour les impacts environnementaux, ça va être une évaluation à grande maille. On ne va pas aller chercher des choses Non. précises puisque le produit n'existe pas. Mais on a quand même souvent Exactement. une idée des technologies qu'on va utiliser et ça nous permet d'avoir un premier cadrage. Ok, ben merci pour cette dernière question, et je vous propose de clôturer ce webinaire. Bonne journée à tous. Et Au revoir. encore merci Faustine.